Bonjour, merci beaucoup au professeur Aimé Charles Nicolas de me donner une nouvelle fois l'opportunité de parler en contexte martiniquais, ce qui n'est pas si courant pour moi et qui est pourtant particulièrement important. Et merci à l'association First Caraïbes pour l'organisation de ces événements, eux aussi majeurs, et on peut le voir à l'importance du public qui s'y rend. J'ai passé la semaine à interroger des personnes sur l'action culturelle et sur les pratiques culturelles à la Martinique dans le cadre d'une mission professionnelle. J'ai rencontré des officiels, des associatifs, des artistes, des personnes qui se situent du côté de ceux qui font de la culture un métier, une activité principale, et à qui je demandais de me livrer des choses tant sur eux que sur ce pays, sur les gens qui le composent, sur la culture qui le forge. L'un des mots les plus souvent prononcés est, vous ne serez pas étonnés, celui de transmission. De la difficulté de celle-ci, parfois, et toute personne qui connaît ce pays, qui connaît la Martinique, et a fortiori qui travaille ici, vous parlera de la richesse culturelle. Personne ne peut vous dire qu'il n'y a pas une richesse énorme du point de vue culturel. On vous parlera de la créativité, des artistes, de certaines pratiques culturelles intenses, à Fort-de-France comme dans le reste de l'île. Cette personne vous parlera également de l'histoire, du rapport à l'histoire, de l'identité et de son entremêlement à l'histoire et à la mémoire. Dans ma propre formation intellectuelle ici, en Martinique, cette richesse culturelle-là, elle a été fondamentale. 1000 fois enfant, j'ai traversé un bout du boulevard du Général de Gaulle pour parvenir à la Croix-Mission, jusqu'à l'entrée du Parc Floral. Et là, au sein du Parc Floral, se trouvaient alors les locaux du CERMAC, Service municipal d'action culturelle de la ville de Fort-de-France. À l'époque, le CERMAC se composait de bâtiments en bois sur 2 niveaux, abritant des ateliers d'artistes, des salles de cours, une salle de spectacle, le Grand Carbet, qui avait pris donc ce nom et la forme de cet habitat traditionnel de ce qu'on a appelé des Indiens Caraïbes, dont on sait bien que ça ne s'agit pas là d'Indiens. Et ce CERMAC, né de la volonté d'Aimé Césaire de sortir d'une forme d'aliénation culturelle, était un formidable lieu de formation et de rencontre. Les gamins de la ville, mais certains venaient d'ailleurs, pouvaient y suivre des cours de théâtre, de sérigraphie, de danse traditionnelle et contemporaine, de percussion pour une somme dérisoire. On faisait venir des metteurs en scène, des musiciens, des plasticiens de toute l'Atlantique noire, et on y refaisait le monde. Le lieu et ses activités ont longtemps été boycottés par les médias locaux, par la télévision publique. Il y avait là de la figure politique trop sulfureuse, un propos peut-être trop critique, mais pour qui voulait que ses enfants soient debout, eh bien, au CERMAC, on trouvait les armes pour l'être debout. En 1988, j'étais toute petite, pour le 140e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, je participe, comme beaucoup d'autres, à une pièce de théâtre en plein air, sous la direction du metteur en scène Ousmane Seck. Je suis alors une petite esclave. J'apprends ce qu'a été l'esclavage sans tabou, sans déni, sans victimisation non plus. Je ne suis pas une esclave, je joue un rôle. Mais un rôle important, un rôle fondamental, pour comprendre l'endroit où je suis, pour comprendre le pays dans lequel je vis. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas que mon histoire, c'est l'histoire avec un grand H. Le reste du temps, nous nous livrons à des improvisations, nous jouons des pièces écrites par des auteurs martiniquais ou venant d'ailleurs, qui mobilisent une forme de mythologie locale. Donc, on joue Compère Lapin, Maman de l'eau, le figuier maudit. Tout ça, ce sont des personnages qui sont régulièrement convoqués et c'est particulièrement formateur. Ça, c'était dans les années 1980, au début des années 1990. Et toute personne qui aujourd'hui travaille dans la culture pourra vous évoquer cette période, mais vous évoquera également, et ça a été fait tout au long de cette semaine, pendant laquelle j'ai donc, comme je vous le disais, interrogé plusieurs personnes. Cette personne vous parlera également d'un enjeu majeur de la Martinique aujourd'hui, qui est la démographie. Mais quel est le lien? Quel est le rapport
entre la culture, la transmission et la démographie. Le fait que, chez nous, c'est de la Martinique, qui est une terre de départ et d'arrivée depuis très longtemps. Pour la première fois depuis très longtemps, justement, c'est une terre qui se dépeuple. La relation, c'est que ce phénomène invite à se poser un certain nombre de questions. Comment transmettre et que transmettre quand les aspirations et les conditions matérielles d'existence sont compliquées au point que les enfants du pays partent avec un espoir de retour parfois mince? Comment continuer de transmettre quand ceux qui sont de l'autre côté, comme moi depuis 20 ans, même si j'essaye de multiplier, j'ai la chance de pouvoir multiplier les allers-retours. Mais comment transmettre quand ceux qui sont de l'autre côté font leur vie, leur famille, leurs enfants de l'autre côté? Sont-ils même concernés par la transmission? Je le crois. Je ne sais pas si tout le monde le croit ici, moi je le crois. Comment et que transmettre quand ceux qui restent, en tout cas une partie d'entre eux, rencontrent le chômage, la relégation et des niveaux d'exclusion sociale particulièrement élevés? Que peut la culture pour les uns et pour les autres? Pour ceux qui sont partis et se trouvent souvent en demande, en interrogation, dont la place là où ils sont, là-bas, est souvent questionnée, de plus en plus, dans une période de montée intense du racisme et du fascisme. Et pour ceux qui restent ici, mais qui ne franchiront peut-être pas les portes des salles conventionnées, qui n'accéderont pas aux spectacles de grande qualité qui se jouent pourtant sur cette terre. Que faire? Que pouvons-nous faire et que veut dire la transmission dans ce contexte-là? À l'époque du CERMAC, je vous parle de ce que j'ai connu, moi j'ai grandi à Fort-de-France. À cette période-là, et je sais que dans les campagnes, dans d'autres lieux, le président Marie-Jeanne parlait de la ville de Rivière-Pilote, on connaît l'action culturelle qui se passait là-bas. Mais il y avait là une énergie créatrice. Il y avait un cœur vivant de quartier populaire. Il y avait aussi l'idée que la vie était belle et que les choses ne pourraient aller qu'en s'améliorant. Il faut désormais apprendre, en tout cas à l'époque, on pouvait apprendre qu'on avait accès à des armes miraculeuses, je crois que le terme va être encore utilisé dans la journée, pour faire qu'on n'ait pas à s'excuser d'être au monde ici ou de l'autre bord. J'ai découvert cette semaine, parce que la transmission, évidemment, ça ne s'arrête jamais, j'ai découvert une chose que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, j'ai découvert le fameux thème biface dans le travail de Victor Anissé qui m'a accordé un long entretien et qui s'est lui-même inspiré d'Aimé Césaire et de ce thème dans la tragédie du roi Christophe, en montrant précisément que la transmission est un processus sans fin, qu'il n'y a aucun moment où c'est fini. A fortiori quand on n'est pas toujours ici. Et ce fameux thème, biface, un regard sur le passé, qui indique donc la nécessité de connaître ce qui nous a précédés, ceux qui nous ont précédés, leurs créations, leurs utopies, leurs défauts aussi, peut-être celui de ne pas avoir toujours organisé les bonnes conditions de la transmission dans le passé. La question est ouverte. Mais un regard sur tout ce qui nous a aussi amenés jusqu'ici, de l'esclavage à l'engagisme, au long XXe siècle, au soleil des indépendances, à la contestation anticoloniale, à la violence de la répression, aux circulations d'étudiants politisés entre ici et là-bas, au déplacement, à l'exil érigé en politique publique, si efficace que l'essentiel de la jeunesse ne voit pas son avenir chez elle. Mais le biface, c'est également l'avenir. Le déclin démographique, le vieillissement de la population, les effets des inégalités économiques et sociales, le poison dans nos terres et dans nos corps. Mais c'est également la promesse d'un avenir à réinventer. Pas exactement comme hier, avec sans doute, sûrement, de façon souhaitable, à mon sens, davantage d'accents brésiliens ou haïtiens dans les rues, de plus en plus nombreux, ou pour s'occuper de nos aïeux, avec un peu plus peut-être d'enfants qui brodent ou qui ont un petit accent pointu, parce qu'ils ont suivi leurs parents là-bas, et puis ils ont envie de revenir ici, espérons-le. Et c'est se poser la question d'une direction, se poser la question des envies et des résultats de cette transmission. Une vraie question aujourd'hui est de se poser la question de la manière dont on peut à l'avenir poursuivre cet héritage qui nous est donné. Pas en refaisant la même chose, bien sûr, nous ne sommes plus dans les années 80,
mais en posant une question simple et fondamentale. Quel type de société voulons-nous former dans les décennies à venir? Merci beaucoup.